Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Flux libre. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir si le marché automobile français, pourtant en berne, peut encore accueillir de nouveaux constructeurs. Alexandre Lenoir prendra ensuite le volant d'une voiture qui n'existe pas encore, mais qui va arriver sur les routes françaises. Notre grand entretien nous mènera place de la Concorde pour rencontrer Yann de Pontbriand, président de l'Automobile Club de France. Et enfin, nous terminerons par une escapade gourmande à l'Auto Passion Café, le repère mythique de la Porte d'Orléans à Paris. Alors, on boucle sa ceinture et c'est parti. Flux libre avec DEKRA. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Le marché auto en France est en berne. Y a-t-il encore de la place pour de nouvelles marques ? Le chiffre est tombé. Le marché français du neuf a plongé de près de 15% en février 2026. Depuis 2020, nous avons perdu plus de 3 millions de ventes. Entre inflation, fiscalité qui joue les épouvantails, l'automobile française semble dans l'impasse. Pourtant, au milieu de cette tempête, un nouvel acteur coréen, Genesis, débarque en France avec une ambition premium. Est-ce de l'audace ou de l'inconscience ? Pour en parler, deux invités de marque. François Roudier, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'OICA, l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles. Vous allez avoir la vue satellite sur l'industrie mondiale. Et Charles Fuster, bonjour. Bonjour. Directeur de la marque Genesis pour la France et l'Italie. Vous êtes le nouveau venu qui veut bousculer le luxe à la coréenne. Alors François, en ce début 2026, on est sur une tendance de 1,6 million de véhicules par an. Est-on face à une crise passagère ou à un changement de civilisation ? Depuis l'après-Covid, on est quand même dans le structurel maintenant, parce qu'on était toujours à plus de 2 millions de voitures. On est dans les 1,6, les 1,7, peut-être les 1,5. Je crois que la France a vraiment plongé. Il y a beaucoup de raisons. Il y a un changement du mix dans les voitures. Les petites entrées de gamme thermiques n'existant plus, ça fait moins de nombre. La valeur des véhicules vendus a augmenté parce qu'effectivement, les gens qui achètent du neuf, les sociétés qui achètent du neuf remontent un petit peu cette valeur-là. Et puis, on a une répartition entre entreprises et particuliers qui augmente de plus en plus au niveau des entreprises. Ce qui fait qu'on peut se dire que le marché du neuf, il représente un flash à un moment, mais en 2-3 ans, on voit des voitures qui appartenaient aux entreprises, qui sont de bonne qualité, extrêmement modernes, avec tous les détails. Toutes les nouvelles technologies, les ADAS. Toutes les technos dont nous avons fait le cas, la régulation, qui vous emmerde parce qu'il faut tout déconnecter. Mais, ça c'est dit. C'est ça. Mais tous ces trucs-là arrivent dans le marché, ce qui fait qu'on a quand même un flux de véhicules assez intéressant. Attention, il y a quand même un risque, et moi je le vois de plus en plus, c'est la cubanisation du marché automobile. La cubanisation, c'est comme à Cuba, vous savez, ils ont encore des vieilles Plymouth, des vieilles Buick des années 50. C'est qu'on voit effectivement beaucoup de très vieux véhicules qui fonctionnent très très bien et qui restent dans le parc et donc qui empêchent l'achat de nouvelles voitures. Merci pour ces explications François, mais Charles Fuster, là vous lancez Genesis précisément à ce moment où le marché décroche. Pourquoi maintenant ? Parce que c'est le bon moment en fait. On voit que le marché structurellement en France, il est beaucoup moins fort avant le Covid. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un changement dans la loyauté des clients. Les clients sont moins fidèles aux marques historiques. Aujourd'hui, on voit des nouveaux acteurs nombreux sur le marché qui sont en train de prendre naturellement des parts de marché. Donc en fait, on arrive au moment idéal parce que les clients sont à la recherche de choses nouvelles et nous, on va proposer une marque et un produit nouveau. Parlons de cette marque, si vous voulez bien, Charles Fuster, Genesis, connue en Angleterre, déjà connue aux États-Unis, puisque François avait même roulé dans une de Genesis en 2019. Et pourtant, en France, nous, on en entend parler pour la première fois. Ça, c'est vrai. La marque naît en 2015 en Corée. Entre 2015 et 2021, la marque s'est concentrée beaucoup sur la Corée et sur les États-Unis. Elle a eu des succès importants, parce qu'aujourd'hui, Genesis aux États-Unis, c'est quand même 100 000 voitures par an. Sur un marché américain extrêmement compliqué par ailleurs. Et il a été décidé en 2021 de faire une tentative en Europe, en Angleterre et en Allemagne et en Suisse, avec un modèle peut-être un peu timide au lancement. En 2025, il a été décidé de relancer l'Europe, d'étendre en Europe Genesis, dont la France, l'Italie, l'Espagne et la Hollande, et d'arriver sur le marché avec des vraies prétentions et des vraies ambitions. Qui est Genesis ? Alors Genesis, c'est la marque premium du groupe Hyundai. Genesis bénéficie de toute la partie technologique, toute la partie moteur de Hyundai
mais va y ajouter sa touche particulière qui est sur l'attention aux détails. L'attention dans le choix des matériaux, dans le design, dans le choix des intérieurs, des couleurs. Donc c'est vraiment offrir au client une voiture qui a une attention aux détails extrêmement développée et qui va permettre de sortir un peu de la grisaille des marques premium traditionnelles. Très différente donc. Très différenciante, même si ce n'est pas un design disruptif, mais c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. François, l'OICA regroupe les constructeurs historiques. Est-ce que l'arrivée de marques comme Genesis ou d'autres marques qui sont en train d'arriver, comme certains constructeurs chinois, c'est pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour les champions européens qui, eux, sont déjà sous pression ? Oh, je pense pas, parce que finalement, vous savez, l'histoire de l'automobile, c'est la concurrence. Il n'y a pas plus compétitif que l'automobile. C'est une marque qui appartient à un groupe que je connais bien, parce que la CAMA, la Korean Auto Manufacturers Association, est notre membre à l'OICA. C'est un très très grand groupe. Ils savent ce qu'ils font. S'ils ont décidé d'être dans le jeu, c'est qu'il y a quelque chose à gagner. Le marché du premium est bouleversé. Il est bouleversé par aussi l'arrivée des Chinois, qui sont arrivés non pas avec des véhicules électriques d'entrée de gamme, mais avec du haut de gamme, à des prix un petit peu cassés. Dans des technos des fois un petit peu hasardeuses, je ne cache pas que c'est leur problème. Ils ont fait énormément de réduction, je dirais, de processus et puis de certaines choses qu'on peut se demander si ça va tenir jusqu'au bout. C'est quoi les technos hasardeuses ? C'est-à-dire qu'en fait, pour aller très très vite, là où on faisait 5 opérations, ils en font 3. Voilà. Et ils suppriment des choses. Voilà. Ça peut poser des questions. Mais ça touche à quel membre Sur des choses qui apparemment n'ont pas l'air vraiment sensibles. Les Chinois sont des gens très très sérieux. Leur voiture fonctionne bien. Mais ça peut poser des questions sur le vieillissement de la voiture et sa valeur résiduelle en particulier. La valeur résiduelle des batteries, je ne vous cache pas, le Mobiliance chinois nous a dit, et pourtant vous imaginez le parc en Chine qu'il y a, nous a dit à la fin d'une présentation, nous sommes incapables de calculer la valeur résiduelle d'une batterie. Alors c'est un Chinois qui vous le dit, ça inquiète un petit peu. Alors si en plus vous avez des problèmes mécaniques ou des problèmes de vieillissement sur le véhicule, ça peut poser problème. Donc je pense que sur le premium, avec le savoir-faire du groupe Hyundai, il y a sûrement un jeu à jouer. Charles Fuster, vous nous avez parlé des parts de marché à prendre. Alors, on peut parler évidemment, parce que vous êtes de côté premium, à des marques comme Audi, ou BMW, Mercedes, ou le premium de chez Stellantis en général, ou Citroën, Peugeot, bien sûr, pour ne pas les oublier, nos marques françaises. C'est quoi votre argument pour convaincre un Français, d'ailleurs, pour venir chez vous ? L'argument, c'est de dire qu'on sait que ces clients, ils ont eu des bonnes expériences avec leur voiture, mais peut-être qu'ils vont retrouver pour la 3e ou 4e fois la même voiture à la fin. Donc, ils vont avoir la même expérience émotionnelle ou aspirationnelle avec leur voiture. Ce que nous, on offre avec beaucoup d'humilité, c'est une expérience différente. Laquelle ? L'essai le plus intéressant de Genesis, c'est s'asseoir à bord et prendre le temps de regarder les détails de la voiture, des matériaux. Parce qu'en fait, Genesis va un peu à contre-courant ce qui s'est fait sur le marché du premium. Sur le marché du premium, au cours des dernières années, il y a eu un grand phénomène de ce qu'on appelle le décontenting, c'est-à-dire qu'on enlève un petit peu pas mal de contenus qui ne sont pas extrêmement visibles pour le client, et puis en fin de compte, on se retrouve avec des plastiques, des tissus, il y a un peu moins de fonctions sur un véhicule premium que certaines marques plus généralistes, par ailleurs. Parce qu'à la fin, ce sont des marques qui sont appuyées beaucoup sur la marque, en fait, plus que sur le produit. Et nous, on va à contre-courant. Notre produit est extrêmement riche sur les contenus technologiques de sécurité, mais riche aussi sur l'utilisation des matériaux. Et c'est-à-dire que je pense qu'on peut créer un effet presque de nostalgie en s'asseyant dans une Genesis, de retrouver des intérieurs confortables du premium d'il y a 30 ans ou 20 ans. Faites-moi rêver. Utilisation des sièges avec du cuir Nappa. Utilisation de plastique mou sur les parties même invisibles de la voiture. Des piqûres et des surpiqûres en termes de couleur et de qualité qui sont pensées pour être agréables au toucher et à la vue. C'est aussi des technologies plus modernes qui font que on ferme tous les filtres de la voiture quand on lave son pare-brise, parce que comme ça, on n'a pas l'odeur en fait du produit des vitres. Ce sont toutes des petites attentions pour le client. Vous parlez d'hospitalité coréenne, le Sonnim. Oui, le Sonnim. En Corée, un bienvenu, c'est jamais banal. Quand on accueille quelqu'un chez soi, on veut l'honorer. On ne veut pas qu'il se sente bien, on veut l'honorer. Et Genesis part avec ce principe de Sonnim. Donc, c'est-à-dire qu'on veut honorer nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? On veut les honorer quand ils viennent dans notre showroom. On veut les honorer à travers un produit qui soit extrêmement digne. Et puis, on veut les honorer aussi tout au long du cycle de vie du produit. Et vous êtes en France en 100% électrique, alors qu'il semblerait que ce soit un peu déséquilibré aujourd'hui. Ce n'est pas une autre prise de risque de proposer une gamme 100% électrique ? Le marché 100% électrique en France, c'est une voiture sur 4. Il y a un marché qui existe. On arrive avec la GV60 qui est un CSUV, qui est le premier marché des voitures 100% électriques en France. C'est le marché le plus important. Par ailleurs, qui est extrêmement intéressant pour les clients particuliers et les clients flottes. Donc, on a le bon produit sur le marché électrique.
Deuxième nouvelle, c'est qu'en 2027, on aura une offre thermique, hybride, 100% hybride sur l'un de nos véhicules. Et puis en 2029, on aura une nouvelle plateforme avec des nouveaux produits dédiés à Genesis, une plateforme multi-énergie. Donc là aussi, de nouveau, la possibilité de couvrir 100% du marché. Je me retourne vers vous, François Roudier, vous qui êtes secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. On a parlé de l'électrique avec Charles Fuster et avec Genesis. Tout ce qui est fin du leasing social début 2026, en tout cas, ça a beaucoup moins marché. La demande ne risque-t-elle pas de s'effondrer ? Comment vous, à l'OECA, vous observez le changement en France ou pas ? Écoutez, alors c'est... Ah, j'ai aimé le regard là. Oui, je respire parce qu'effectivement, le système gouvernemental du marché français est très compliqué. Il est changeant. Ce qui est un véritable problème. Alors je ne vous cache pas que pour tous nos adhérents, nous ce qu'on veut, c'est des politiques qui restent longtemps. Mon adhérent américain a dit on en a un petit peu marre tous les 4 ans d'avoir un changement de politique. Donc vous voyez, même aux États-Unis, on a ce problème-là. Qui sont vos adhérents ? Ce sont les associations nationales des constructeurs automobiles. D'accord. Donc nous avons les États-Unis, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Chili, bien sûr les Allemands. Enfin, on a à peu près 36 adhérents dans le monde qui sont les associations nationales. En France, c'est la PFA. En France, c'est le CCFA à travers la PFA, parce que le CCFA est le constructeur automobile. Combien de constructeurs ça représente dans le monde ? Alors, écoutez, je vais vous dire, ça représente tous les constructeurs au monde, sauf un qui n'a aucune association, c'est Tesla. Ah oui, voilà. Ok. Et Voilà, on sait le nombre ? On doit être au moins à plus de 200 constructeurs, parce que n'oubliez pas que nous avons aussi les camions et les bus. Ok. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est véhicule. Et bien alors du coup, revenons effectivement à la question sur la réglementation et la fiscalité. C'est assez dramatique parce que plus personne n'y comprend rien. Sans vouloir être méchant vis-à-vis de nos gouvernements qui se sont succédés. Vous attendez la fin de l'année pour savoir quel va être le bonus, le malus. Il y a du malus au poids. On ne sait plus vraiment où on en est. Les incitations à passer à l'électrique en finançant l'achat, bon c'est très bien, mais enfin, vu les finances de la France, je crois quand même qu'il y a quelques limites. Donc on voit bien que tout ça a besoin d'être reconstruit. Lorsqu'on regarde des pays qui ont conduit une politique extrêmement suivie comme la Norvège, c'est extraordinaire parce que pendant 10 ans, ils ont eu des politiques qui tenaient, qui poussaient surtout. Et ils avaient aussi les moyens. Je vois Charles quand même qui domine de la tête. Ils avaient les moyens. Il ne faut pas oublier que c'est le fonds pétrolier norvégien qui a payé l'électrique. C'est ça. Mais M. Pouyanné vous dira que c'est son pétrole qui paye les énergies renouvelables. Ouais, c'est pas Donc faux. il faut aussi être lucide dans la décarbonation. Monsieur Genesis, Charles Fuster. L'automobile, ça a toujours été un symbole de liberté et un symbole de réussite sociale. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, quand on va réguler ce marché, quand on va en fait faire payer le client pour s'acheter une voiture, on le coupe de sa liberté et on le criminalise s'il a le malheur de faire voir qu'il peut s'acheter une voiture nouvelle. Donc ça, c'est un gros problème qu'on a en France. Pour réagir aux pays scandinaves qui ont un mix de 100% électrique très haut comme la Norvège, il ne faut pas oublier quand même que pour installer ce mix, ils ont surtout fait quelque chose qui, je pense, n'est pas une solution, c'est extrêmement taxer les voitures thermiques. Ils ont appliqué jusqu'à 120%, 140% de droits d'importation sur les voitures thermiques. Donc en fait, le client, c'est pas qu'il s'est retrouvé naturellement à conduire de l'électrique, il s'est retrouvé extrêmement contraint. Les importateurs n'ont plus importé de voitures thermiques et qu'en fait, la voiture la plus abordable devient la voiture électrique. Donc après, c'est un choix de savoir si on va aller dans cette direction. Mais de nouveau, est-ce que la voiture, symbole de liberté depuis les années 50, depuis les années 60, est-ce que c'est ce qu'on veut pour la voiture dans le futur ? François Roudier, à l'OICA, la Corée, c'est combien d'adhérents chez vous ? La chambre coréenne des fabricants d'automobiles, KAMA, Korean Auto Manufacturers Association, représente essentiellement le groupe Hyundai-Kia. Connu en France. Voilà, il y a énormément de véhicules, puisqu'il y a à la fois des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires légers, des camions. L'avantage de la Corée du Sud, vous avez un gouvernement qui vraiment pousse la technologie. C'est pas un hasard si vous avez des batteries coréennes qui sont excellentes chez LG, vous avez des téléphones, vous avez toute une ville de la téléphonie, c'est magnifique quand on y va. Et puis les véhicules. Et les véhicules coréens se sont implantés au niveau mondial parce que derrière, il y a toujours eu de la technologie. Et vous avez un point qui est essentiel chez les Coréens, copié d'ailleurs par leurs amis chinois à côté, les Coréens ne se sont pas lancés uniquement dans l'électrique, ils ont tout fait, de l'hydrogène, du prolongateur électrique. C'est intelligent parce qu'on ne sait pas dans quel sens va partir le lapin, on fait tous les trous de terrier pour le lapin. Avant de se quitter, tous les deux, messieurs, Charles Fuster, revenons sur Genesis. Combien de véhicules allez-vous proposer lors de la sortie nationale en France ? On va proposer 3 véhicules. La GV60 qui est un CSUV, donc un petit SUV de 4,50 m.
la GV70, un DSUV, c'est un SUV de 4,70 m, et la G80, une berline extrêmement luxueuse de 5,10 m. Donc un marché résolument plus limité, mais une voiture qui représente tout ce que Genesis sait faire en termes de technologie et de design. Et côté budget ? On va démarrer avec GV60 un petit peu au-dessus de 50 000 €. Les autres, GV70, on va être autour des 70. Et G80, on est en train d'y travailler. Et Bien en dessous des 100 000 €. Et quand on vend une voiture en France, il faut aussi avoir un réseau. Oui, on va démarrer très rapidement les activités dans 2 premières concessions qui seront à Lille et à Paris. Ensuite, on a une vision pour ouvrir 25 points de vente d'ici 2028. Vous vous posez sur un réseau déjà existant ? On s'appuie sur des concessionnaires et des investisseurs Hyundai. Les objectifs ? Nos objectifs de volume vont largement dépendre aussi de notre capacité à ouvrir plus ou moins rapidement nos points de vente. Donc je pense que 2028-2029, quand on sera vraiment à 100%, c'est une marque qui peut, sur le marché premium, aller se mettre dans le top 6, top 7. Alors, évidemment, Charles Fuster va me dire oui à cette question que je pose dans notre dossier aujourd'hui. Y a-t-il encore de la place pour de nouvelles marques ? Il y a encore de la place pour de nouvelles marques, mais parce que je pense que c'est l'histoire de l'auto. Il y a 30 ans, c'était les Japonais. Il y a 20 ans, c'était les Coréens. Récemment, c'est les Chinois. En fait, le marché a toujours accepté des nouveaux concurrents à partir du moment où on apporte de la valeur et des choses nouvelles. François Roudier ? Oui, il y a toujours de la place pour une marque dans tous les pays. L'automobile, ça fait rêver. Donc, les gens qui veulent être heureux et rêver avec leur automobile, ils vont chercher une nouvelle auto. C'est un bon exemple, justement, pour montrer qu'il ne faut peut-être pas trop réguler, il ne faut peut-être pas trop étatiser quelque chose qui fonctionne très bien en tant que marché libre. Merci à vous deux, François Roudier, secrétaire général de l'OICA, Organisation internationale des constructeurs automobiles, et Charles Fuster, directeur de la marque Genesis pour la France et l'Italie. Eh ben, bon vent à Genesis. Merci beaucoup. Ou plutôt bonne route. Bonne route. Flux libre avec Dekra. Il resterait donc encore assez de place pour de nouveaux constructeurs. Ça tombe bien, Alexandre Lenoir prend le volant d'une voiture qui n'existe pas encore sur nos routes, mais qui va arriver d'ici quelques semaines. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Aujourd'hui, Laurence, on s'intéresse à un nouveau venu sur le marché automobile européen, un SUV hybride rechargeable qui arrive de Chine et qui pourrait bien faire parler de lui. Son nom, Jayco 7, une marque encore inconnue du grand public, mais qui appartient au géant chinois Chery. Alors, qu'est-ce qui rend ce véhicule intéressant ? Eh bien d'abord, je vous le donne en mille, son prix. Le Jayco 7 hybride rechargeable est annoncé autour de 36 000 € et à ce tarif, il promet beaucoup, une motorisation puissante, une autonomie électrique élevée et surtout un équipement très complet. Visuellement, le Jayco 7 ne passe pas non plus inaperçu. À l'avant, on trouve une calandre verticale assez imposante, des lignes anguleuses et un style qui peut rappeler celui du Range Rover. Avec 4,50 m de long, il se positionne dans la catégorie des SUV familiaux compacts, face à des modèles comme le Peugeot 3008 ou le Toyota RAV4. À l'intérieur, la présentation est plutôt flatteuse. Grand écran central, affichage numérique, matériaux corrects, et surtout, un niveau d'équipement très généreux. Par exemple, on peut trouver selon les versions, un toit panoramique, un système audio Sony, des sièges ventilés ou encore une caméra de stationnement à vision 540 degrés. Des équipements qu'on retrouve généralement dans des voitures nettement plus chères. Sous le capot, le Jayco 7 combine un moteur essence turbo de 1,5 litre avec un moteur électrique et l'ensemble développe près de 280 chevaux. Mais la particularité du système hybride, c'est que le moteur électrique est très souvent utilisé pour entraîner les roues. Le moteur thermique, lui, sert principalement à produire de l'électricité. Résultat, la conduite est plutôt douce et silencieuse, surtout en ville. Autre point important, l'autonomie en mode électrique. Grâce à sa batterie d'environ 18 kWh, le Jayco 7 peut parcourir jusqu'à 90 km sans utiliser de carburant. Dans la réalité, on est plutôt autour de 70 à 80 km, ce qui reste largement suffisant pour la plupart des trajets quotidiens. Une fois la batterie vide, la voiture fonctionne comme un système hybride classique. La consommation reste raisonnable, entre 5 et 6 litres au 100 km selon le type de parcours. Avec le réservoir d'essence, l'autonomie totale peut dépasser 900 km. Sur la route, le Jayco 7 privilégie le confort plutôt que la sportivité. Le comportement est sain, la suspension plutôt bien réglée pour un SUV familial bien qu'un peu dur, et tout n'est pas parfait. On peut regretter une interface tactile un peu compliquée et un châssis qui pourrait être encore mieux affiné.
Mais au final, ce qui frappe surtout, c'est le rapport prix-équipement. Bref, avec le Jayco 7, les constructeurs chinois continuent clairement de monter en puissance sur le marché européen. Le Jayco 7 est près de 20 000 € moins cher que certains de ses concurrents, mais il n'est certainement pas 20 000 € moins bien. Ce SUV hybride rechargeable n'est encore pas une référence absolue, mais il montre une chose, la concurrence devient de plus en plus forte dans le secteur des voitures électrifiées, et si ça peut aider à refaire tomber les prix pour l'automobiliste, ce n'est peut-être pas si mal. Flux libre avec Dekra. Après cette nouveauté, je vous propose de nous tourner vers une institution historique de la passion automobile. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Aujourd'hui, Sans filtre nous emmène au 6 place de la Concorde, à Paris. Derrière cette façade de pierre se cache le premier automobile club du monde, fondé en 1895. Alors on imagine souvent un lieu figé dans le temps, mais mon invité d'aujourd'hui assure qu'il reste le moteur de demain. Yann de Pontbriand, bonjour. Bonjour. Yann, avant de parler de l'institution, j'aimerais que vous nous parliez de vous. Quelle est la première voiture qui vous a fait battre le cœur ? J'ai commencé avec une 2 chevaux. J'avais 14 ans. Ça a été mon apprentissage de la voiture dans les bois, sur des chemins boueux, parce qu'effectivement, j'avais pas le droit de rouler sur la route. C'était dans quel coin ? C'était dans Lyon. C'est elle qui est restée dans votre mémoire ? Pas seulement, mais alors, dans les choses amusantes, j'ai juste après conduit une estafette. Et c'est là où j'ai appris que quand on était assis au-dessus des roues directrices, eh bien, il fallait prendre ces virages un peu plus larges que d'habitude. Alors, c'est tout un apprentissage des choses et des voitures. Vous êtes élu depuis 2024 ? Oui. Je suis rentré à l'auto comme membre en 1985. Et à cette époque-là, j'étais un ingénieur commercial dans le secteur de l'informatique et je m'occupais de développer des startups américaines en Europe. Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte de l'ACF à l'époque ? La passion de l'automobile ? Du sport automobile ? 2 choses. Je pense que plus que le sport automobile, dans lequel j'avais déjà eu des tentations terribles, j'étais rentré déjà dans des Formules Renault, dans des Formules 3. Mais derrière, il y avait toute la partie valeur et amitié, en fait. Ça vivait de cette vieille tradition du gentleman driver, cette notion de fair play, de savoir s'amuser, de savoir faire du sport, de garder un petit esprit de compétition et surtout se faire vraiment plaisir avec des amis, tout en étant sur une piste en train d'essayer de battre le chrono du précédent et ainsi de suite. Yann de Pontbriand, vous présidez ce club où l'on cultive l'art de vivre. Pour vous, personnellement, une belle voiture, c'est quoi ? Alors, certainement pas l'électrique, direct. Vraiment, je trouve que ça manque un peu de poésie. Un bon moteur, un V8 par exemple, ça c'est quelque chose qui fait toujours vibrer. Puis surtout d'avoir un moteur souple, un plaisir à être sur la route. Et, comme vous le disiez, c'est beaucoup plus des émotions. Si je me laissais aller, l'Aston Martin aurait un gros clin d'œil pour moi. Vous avez fêté, Yann, les 130 ans du club en 2025. Oui. Alors on dit souvent que l'ACF, donc l'Automobile Club de France, c'est le parlement de l'automobile. J'aime beaucoup, moi, cette définition. Comment fait-on pour que ce Parlement ne devienne pas un musée, à l'heure où l'on parle évidemment de la fin du thermique, même si je sais que ça ne vous plaît pas ? Vous m'avez percé à jour. Non, je crois que notre localisation et notre objectif, c'est de rester un endroit où tout le monde peut se parler. Donc de recevoir tous les constructeurs, de recevoir les professionnels, de recevoir les syndicats professionnels, les industriels, puisque c'est quand même un petit peu les racines de cette maison. Ce qu'on fait, c'est d'ouvrir cette maison. Toujours on dit oh, c'est très secret l'auto. Non, c'est pas secret, c'est discret, c'est pas pareil. Pour que l'auto ne reste pas figée, on ne roule plus comme en 1895, donc on essaye de faire un petit peu différemment. Mais il y a quelques racines communes, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs fortes qui restent. À l'époque, on était en habit, maintenant on est en smoking quand il y a une occasion, mais on a aussi énormément de dîners en costume simplement. Mais on reste très attaché à un certain chic. Et je crois que vous êtes venu plusieurs fois chez nous et vous avez été sensible à ça, entre autres. Il y a des codes. Absolument. Et on y tient beaucoup parce que ça dénote aussi une beauté intérieure. L'innovation, on en parle aussi. Vous soutenez activement les startups avec votre Grand Prix Autotech, qui aura lieu en avril prochain. C'est aussi ça la mission de l'ACF aujourd'hui, en fait, c'est être l'incubateur des mobilités de demain. Oui,
Les fondateurs, c'était des révolutionnaires. C'était les premières automobiles, c'était la création de l'industrie automobile en Europe. Et ça fait partie de nos racines. Et donc, on avait les Émile Levasseur, René Pohard, les Peugeot, les frères Michelin. Donc, si vous voulez, toute notre histoire, on a eu des gens qui étaient dans l'innovation industrielle, qui souhaitaient contribuer en fait à la société en apportant des choses nouvelles. Mais la deuxième chose aussi qui est importante dans nos racines, c'est que c'est à l'Automobile Club qu'on a créé le code de la route, le permis de conduire. Donc tout ça, ce sont des innovations qui sont fortes et qui restent actives aujourd'hui et qui sont des contributions. L'Automobile Club a été aussi à la fondation de la Fédération internationale de l'automobile. Et on a fédéré les 13 automobiles clubs européens pour pouvoir créer l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, qui est l'ancêtre de la FIA. 1904. Et ils sont installés 8 places de la Concorde dans nos locaux depuis ce temps-là. En tant que président de l'Automobile Club de France, quel serait votre message à ceux qui pensent que la voiture est un objet du passé ? Je suis très surpris parce que l'année dernière, j'ai fait le tour auto et j'ai été absolument subjugué du nombre de personnes qui étaient au bord de la route en train de nous applaudir, d'avoir du plaisir à nous voir passer. L'auto-bashing, c'est un truc que je ne comprends pas vraiment l'utilité de ce genre de choses. Pour moi, la mobilité, c'est la liberté. La liberté, c'est une des valeurs de la France. Et la mobilité, les gens en ont besoin. On va parler de gastronomie et volant, parce qu'on sait qu'on mange très très bien à l'Automobile Club de France, puisque vous dirigez aussi la société de gestion du club. C'est quoi le point commun pour vous entre un grand chef et un grand ingénieur automobile ? Des gens qui savent assembler des pièces pour le plaisir de ceux qui vont s'en servir. Notre équipe, le chef Julien Guénet en particulier, avec Louis Tocheport, qui est notre chef pâtissier, ont remporté le championnat du monde des traiteurs à Lyon l'année dernière en 2025. Yann de Pontbriand, on peut venir déjeuner comme on veut ou non, il faut être invité ? Il faut être invité, c'est côté club. Quelques questions rapides avant de vous quitter. Votre route préférée pour un dimanche matin ? Alors j'hésite entre la Nationale 13 et la Nationale 7. Pourquoi ? La Nationale 13 parce qu'elle s'en va vers l'ouest. Et vous avez bien compris à la sonorité de mon nom que c'était un endroit de cœur. Et la Nationale 7 parce que ça me fait toujours penser à la chanson de Charles Trenet. La technologie qui vous bluffe le plus aujourd'hui, automobile bien évidemment. C'est la conduite autonome. Vous avez déjà testé ? Oui, c'était en Chine. Si vous deviez n'en garder qu'une dans votre garage, quelle voiture serait-ce ? Je crois que ce serait une Porsche. Laquelle ? Une 911, n'importe laquelle. Un petit flat 6. Peu importe, même refroidi par air ou par eau, je prends. Un mot pour définir l'avenir de l'automobile en France ? On pourrait croire que c'est terminé. Je ne pense pas, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un outil de liberté. Le français est assez ingénieux, en fait, et trouver des solutions pour toujours avoir des voitures. Et un mot pour définir l'avenir de l'Automobile Club de France ? C'est un endroit qui évolue en permanence et je pense que tous ceux qui y sont fiers d'appartenir. Et donc, à partir du moment où on pourra confronter les idées de façon agréable, on continuera à avoir un automobile club très dynamique. Une seule et unique condition, c'est que ce ne soit pas un automobile club nombriliste. Merci beaucoup Yann de Pontbriand. Merci à vous. Et c'est une femme qui a mené cette interview parce que, contrairement à ce que l'on pense, l'Automobile Club de France n'est pas fermé aux femmes tout le temps. Absolument. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. Flux libre avec Décra. Et pour terminer en beauté notre 8e épisode de Flux Libre, je vous propose de me suivre à l'Auto Passion Café, situé boulevard Brune à Paris, près de la Porte d'Orléans. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. L'Escapade. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Vous êtes situé au 197 exactement boulevard Brune à Paris, dans le 14e. On est à côté de la Porte d'Orléans. C'est un lieu qui interpelle. Auto Passion Café. Dès qu'on pousse la porte, on tombe dans un univers passionné par l'automobile. Comment vous est venue avec votre beau-frère David cette idée de faire ce lieu dédié à l'automobile, mais aussi au restaurant ? Forcément, tous les deux passionnés de voitures, on s'est connus très jeunes. On a fait des préparations de voitures, des montées des voitures, donc c'est une vraie passion de l'automobile. Moi, je suis un petit peu plus vieux que lui. À ce moment-là, je faisais des études de restauration. J'ai eu la chance de tomber dans des restaurants à thème, dont un sur le vin, un autre sur le cigare. Je me suis dit, le jour où j'ouvre mon restaurant, forcément, ce sera sur ce thème qui est ma passion, l'automobile. Ça va être plus facile pour moi d'en parler. Vincent, vous venez de nous dire que vous démontiez des voitures, c'est-à-dire que même tout petit déjà. Ah oui, tous les scooters, les préparer, les kits, les trucs, voilà, je suis passionné de voitures, d'automobile, moto, tout quoi. On est dans un lieu quand même qui est hyper atypique. C'est incroyable cet univers. Comment vous l'avez construit ?
Le début d'Autopassion, il a fallu se faire connaître un peu dans ce milieu. On a eu l'idée d'aller à Rétromobile, le salon de la vieille voiture, attirer des clubs automobiles. C'est ce qui nous a donné le démarrage pour nous faire connaître. Maintenant, ça fait 27 ans qu'on est ouvert. On est d'ailleurs très content parce qu'on sent que c'est vraiment un site presque obligatoire pour un passionné d'automobile quand il passe à Paris, quoi. Ici, on va pouvoir dîner, déjeuner. Restons sur ce côté passion, c'est-à-dire qu'on rentre dans un endroit qui est très vivant. Partout où on pose les yeux, il y a quelque chose qui nous rappelle cette passion de la voiture. Oui, on voulait vraiment que partout on se rappelle l'automobile, même jusqu'aux toilettes. Dans les toilettes, tu tires la chasse d'eau, t'as un bruit de V12 Formule 1. Partout c'est automobile, mais on a essayé de pas trop en faire non plus. À part des tableaux, c'est pas de l'art automobile, Autopassion, c'est des vraies pièces mécaniques, c'est de la vraie mécanique pure et dure, des vrais moteurs qu'on servit pour certains. Et puis après, on a le clou du spectacle, ça fait peut-être 8 ou 10 ans, on a mis une Formule 1 au plafond. C'est une vraie Formule 1, qui est vierge de son moteur, elle n'a jamais eu le moteur cette voiture, mais c'est une vraie, il y a toutes les pièces mécaniques de la Formule 1, quoi. Comment vous allez sourcer toutes ces pièces, et en l'occurrence ou la Formule 1 qui est ici, ou le tracteur qui est actuellement en présentation, parce qu'on est aussi dans la période du Salon international de l'agriculture? On a mis 1 an à préparer Autopassion. On savait qu'on allait acheter un local, on a signé les promesses de vente, ainsi de suite. Après, on l'a pris, on l'a tenu pendant 6 mois. Donc on a eu pratiquement 1 an et 6 mois de travail pour faire Autopassion. C'est passé de tout, hein. On a même eu BMW France qui est venu là parce qu'on voulait faire le café BMW au début. Finalement, ça s'est dérivé de toute marque. Et on est passionné de toute marque. Au début qu'on a ouvert, les vitrines étaient vides, quoi. T'avais pas beaucoup de décors. Et depuis le début, on a eu cette idée, pour donner envie aux gens de revenir une autre fois, de mettre des voitures différentes. Et donc du coup, on change de véhicule tous les 15 jours. Alors là, forcément, tu tombes à un moment, on a un tracteur, ce qui est exceptionnel. En 27 ans, j'ai jamais mis un tracteur dans Autopassion, et pourtant, il y a des véhicules qui sont passés ici. Mais on a ce côté où on est quand même, on aime bien rigoler et faire des trucs un peu délire, et donc on a trouvé ça génial de rentrer un tracteur pour le salon de l'agriculture. On est même assis sur des sièges baquets. Ce sont de véritables sièges baquets. Bien sûr. Alors bien sûr, on est arrivé à avoir des accords avec des marques. Là, pour le coup, c'est une marque qu'on voit plus trop dans l'automobile qui est Recaro. Et du coup, qui nous ont fourni un peu tout ce qu'on voulait comme siège sur plein de tables. Vincent Durand, avec votre beau-frère David, dont vous avez monté en 99 Autopassion Café. Vous, quelle est la pièce qui vous touche le plus, si tant est qu'il faille faire un choix? Je crois que pour l'histoire, on a eu la chance de connaître quelqu'un qui nous a passé un moteur BMW, un M1 Procar complet, qui est neuf, tout neuf. Cette personne aujourd'hui est décédée, donc j'ai déjà eu des gens qui ont voulu me racheter ce moteur, puisqu'un moteur tout neuf comme ça vaut beaucoup d'argent, alors sentimentalement on ne le vendra jamais. Après, il est certain que la Formule 1 au plafond, c'est une pièce qui est magnifique et que je m'en lasse pas. Ça doit faire 7-8 ans qu'on l'a. Des fois je me mets à une table qui est en face de la F1, tu t'en lasses pas, c'est vraiment génial. Elle devait rouler pour qui? Kubica avec Petrov. Attention, cette voiture n'a jamais roulé, en fait elle était prête en réserve à mettre son moteur pour rouler. Chez Autopassion Café, on peut aussi s'arrêter, déjeuner, prendre du temps. Tout le monde peut passer, même si c'est pas spécialement pour prendre un plat. Alors c'est tout l'intérêt d'Autopassion, on est resté un peu sur l'esprit rétromobile, donc de le faire toute l'année. On se vante de dire que quelqu'un peut venir aujourd'hui, à partir d'1,50 €, tu peux venir voir la décoration d'Autopassion Café. Quel est votre prénom? Eric. Eric, vous êtes au bar de Autopassion. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous? Pour moi, c'est un lieu historique, c'est des collectionneurs et moi qui suis un ancien automobile, c'est des passionnés et ça me plaît, quoi. Et avec leur concept, c'est magnifique. Vous le connaissez depuis le début, depuis 99? Oui. Je suis arrivé ici, il y avait des portes de 2 chevaux, des ailes de Formule 1, des moteurs. Si on regarde un peu dans la salle, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Derrière nous, il y a un V10, un V16, un moteur Ferrari, il y a des moteurs Honda, il y a tout ce qu'on veut ici. Vous êtes passionné d'auto? Oui, forcément. Oui. J'ai baigné dedans depuis 77. C'est-à-dire? J'ai été mécanicien, j'ai bossé pour de belles marques. Citroën, pour ne citer que, c'est une belle école. Mais ensuite, Jaguar, Land Rover, 10 ans Audi. Les 24 heures du Mans sans compter, les grands prix de Formule 1 une ou deux fois. Enfin bon. Merci beaucoup Eric. Merci. Chez Autopassion Café, Vincent, on y mange bien et on a une jolie cave à vin. C'est aussi ça l'escapade de Flux Libre.
Exactement. On n'a pas de prétention au niveau de la restauration. Ce qu'on veut, c'est que ce soit abordable à tout le monde, d'arriver à trouver un rapport qualité-prix juste, forcément avec des prix parisiens. On a une ardoise qu'on change tous les 2-3 jours de produits, où là on va chercher des plats un peu plus bistronomiques, des petits trucs un peu plus sympas qu'on va sortir de temps en temps. Je dirais juste qu'on le fait bien, parce qu'on a quand même des bons retours sur notre cuisine, donc on est régulièrement bien dans ce qu'on fait. On va pouvoir vivre aussi sa passion au volant de voiture. Attention, les simulateurs, je l'ai testé une fois, je me suis bien fait surprendre ici. Oui, c'est vrai. On a 2 simulateurs de pilotage, donc tu peux venir t'affronter avec un de tes collègues. C'est du matériel professionnel, où surtout ils sont réglés pour des pilotes professionnels. On essaie de faire en sorte que dans les voitures qui sont dans le jeu, on soit à peu près dans les 3/10 d'un temps d'un pro, enfin que si le pro monte dedans, il va être dans ses 3/10. Donc oui, on cherche vraiment la performance, c'est quand même notre ADN, notre base, on aime ça, on aime la piste, on a beaucoup de pistards en plus, puisqu'on est en région parisienne, qu'il faut qu'ils s'y retrouvent dedans, qu'ils arrivent vraiment à retrouver les sensations de la voiture et le comportement surtout de la voiture. Vous êtes situé au 197 exactement boulevard Brune, à Paris, dans le 14e, on est à côté de la porte d'Orléans. Est-ce que cette politique un peu anti-voiture de Paris a eu un impact sur Autopassion et les gens qui viennent ? Quand on a pris ça en 99, on avait carrément une voie de livraison devant, enfin on garait 15-20 voitures. Bon, ils nous ont mis un trottoir maintenant à la place de la voie de livraison, ils veulent plus de voitures. On n'est pas forcément bien aimé quand on demande à faire un événement particulier, à mettre des voitures devant. T'es à Paris, c'est clair que ça sert à rien, tu perds du temps, ils te refusent l'autorisation 2 jours avant, c'est Paris. Maintenant, il est évident que ça nous traverse l'esprit d'en ouvrir un autre, ou d'en faire un où tu peux avoir un parking avec des places devant et même peut-être regrouper un peu avec un partenaire ou notre structure de vente de voitures, des voitures, au lieu d'avoir qu'une seule voiture en exposition, peut-être en avoir une quinzaine ou une vingtaine. Je te cache pas qu'on aimerait bien. Merci beaucoup Vincent Durand. C'était un plaisir. Partagé. Allez, on prend la route ? Flux libre avec Dekra. Nous voici arrivés à la fin de notre épisode 8 de Flux libre. Un immense merci à nos invités pour leur temps et à vous toutes et tous pour votre écoute fidèle. Vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles et très prochainement en images pour certaines chroniques sur YouTube. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode au maximum autour de vous pour nous soutenir et on se donne rendez-vous très vite pour le numéro 9. D'ici là, roulez prudent et gardez toujours l'esprit libre. C'était Flux libre avec Dekra, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans.